Salut tout le monde, bienvenue au podcast La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders des transformations d'entreprise. Aujourd'hui, en collaboration avec le programme CIPEM de Prompt, on reçoit des invités incroyables. Le CIPEM permet la réalisation de cahiers de charges technologiques, soit une analyse d'affaires qui priorise les projets de développement de technologies sur mesure. Il permet aussi le financement de réalisation de projets technologiques sur mesure, ceci dans l'objectif d'améliorer la productivité. Ce programme s'adresse à toutes les entreprises manufacturières couvrant la chaîne d'approvisionnement. C'est parti pour un autre épisode de La Chaise Bleue en compagnie de François Blackburn du Digifab et en co-animation avec Ghislain Nadeau de Prompt aujourd'hui. Merci François. Avant de se lancer, j'aimerais peut-être que tu t'introduis à l'équipe et aux gens qui vont écouter cet épisode. D'abord, merci beaucoup de l'invitation. Écoute, très simple, là, ingénieur industriel de formation à l'ETS et puis j'ai fait une maîtrise. Puis je me suis spécialisé dans mon doctorat, là, vraiment. Je me suis posé une question à savoir comment l'entreprise peut s'améliorer au niveau technologique, au niveau numérique. Parce qu'un recul en 2017-2018, c'était pas encore aussi connu Internet des objets, AI, transformation numérique, que ce l'est aujourd'hui en 2024. C'est une très bonne nouvelle d'ailleurs. Là. Petite anecdote, je faisais des recherches, puis juste écrire Digital Transformation dans les bases de données universitaires, il n'y avait rien qui sortait en 2017. Aujourd'hui, ça a grandement amélioré, là, mais c'est un peu mon background, puis je travaille au Digifab, donc un centre d'expertise industrielle, un réseau de 4 CEI au Québec, et puis on accompagne l'entreprise de la très petite entreprise jusqu'à la multinationale. Dans leur virage numérique, on fait des projets, des veilles de solutions. Puis, on a un beau 10 000 pieds carrés de technologie, un espèce de petit hub où on peut voir des technologies, les toucher, j'aime le dire. Là, c'est drôle de toucher du numérique. Puis, vraiment vulgariser dans un centre vraiment sans pression et neutre. Good. J'avais une question pour toi qui était qu'est-ce que le Digifab? Je pense que tu viens de bien nous le résumer. Oui, je suis parti, moi. Écoute, j'aime tout le temps dire, là, c'est un environnement neutre et propice à l'innovation. On s'est vraiment donné comme mandat d'accélérer des projets numériques chez les manufacturiers et industriels québécois. Tout simplement en une phrase. Oui, puis pour les bénéfices de l'auditoire, là, j'aimerais peut-être, Ghislain, t'introduire en une phrase. Là, c'est quand même toi qui es l'initiateur de cette initiative-là aujourd'hui. Là. Merci de cette collaboration-là. Merci François de partager ton expertise. Donc le programme de Prompt là, est soutenu par le MEIE, mais dans le fond, ce qu'on essaie de faire, c'est souvent dans les enjeux des entreprises qui font des acquisitions technologiques. Là, l'équipe du Digifab en fait avec les clients en sélectionnant les meilleures pratiques et les meilleures technologies. Il y a des enjeux de sur-mesure à faire, puis ça représente le 20% qui manque souvent dans les projets. Donc, on a développé une aide financière pour permettre justement de prioriser les projets, qui est le cahier de charge, mais aussi des aides financières pour permettre aux entreprises de les réaliser, ces projets-là, puis d'atteindre les portées là, qui manquent pour devenir productifs. Puis pour faire du pont, François, avec tous les projets qui se passent, c'est quoi les gros enjeux que les entreprises vivent par rapport à ces projets d'acquisition de données ou de transformation numérique-là en entreprise? Le plus gros enjeu, là, j'aime le dire, ils ne savent pas. Non, mais je dis ça à la blague, là, mais pas plus tard qu'hier soir. Moi, j'enseigne à l'université, je suis chargé de cours, et puis j'ai reçu un conférencier, Groupe Lacoste, pas pour le nommer. Puis grosso modo, il a commencé à jaser un petit peu au niveau de l'architecture entre le CRM puis un ERP, puis faire un data warehouse en anglais, faire un pont entre les deux pour pouvoir avoir une architecture qui peut être en mesure de supporter plusieurs logiciels. Et puis, c'est là où c'était déjà très ambigu. Puis c'est là où c'est l'importance, finalement, on a changé de la conférence à expliquer l'architecture de données parce que on ne voit pas l'architecture. Hein? Puis les décideurs, ils comprennent en général, je ne sais pas quoi. Déjà, un système ERP, c'est pas nécessairement très connu. On parle d'architecture de données. On parle de, OK, si tu fais ça, cet investissement-là, tu vas pouvoir faire une mise à l'échelle avec plusieurs logiciels différents dans le futur. Puis là, déjà, tu regardes, OK, mais pourquoi je vais commencer à investir? Puis là, le concept de si tu fais des flèches entre les logiciels, ça, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars à chaque fois que tu fais une flèche en intégration. Puis là, tu regardes les décideurs, parce que nous, on travaille avec des décideurs d'entreprise. Puis là, tu regardes, puis OK, mais c'est un gros projet qu'on s'en va vers là. Donc, les enjeux, c'est de leur exposer leurs enjeux, leur exposer leurs problématiques, puis leur montrer à quel point ça coûte cher, la non-connectivité entre leurs systèmes, que ça coûte cher, qu'ils n'aient pas accès à l'information rapidement, que j'aime le dire, c'est la chaîne de valeur. Quand la personne aux ventes ne sait pas l'état de ta production, ne sait pas l'état de l'inventaire, puis il réalise une vente, merveilleux, il a fait une vente, mais il ne peut pas la réaliser, ou ça va tout le long du processus pour réaliser la vente, ça va accrocher. Non, c'est pas très lisse comme production. Puis c'est ces enjeux-là
qu'on remarque. Mais sinon, c'est très la visibilité, on s'entend. Là. Puis c'est drôle parce que là, ça fait peut-être, c'est avant les fêtes, je pense au mois de novembre, juste là, on s'était rencontrés au salon Mine Québec. On discutait d'un sujet, puis ça fait un pont à ce que tu disais, c'est que la plupart des entrepreneurs ont un sentiment d'imposteur face à la technologie en ce moment. Puis il est mieux la déléguer ou se fermer les yeux puis réduire au maximum le budget parce qu'il voit ça comme une dépense au lieu d'un investissement. Puis ce que j'aime dans ce que tu as dit, c'est qu'on parle d'investissement. Tu sais. C'est quoi les enjeux face aux investissements? Puis les lignes, moi je trouve ça très drôle, c'est pense-y d'avance. Tu ne te construis pas une entrée après avoir construit la maison. Normalement, tu sais où l'entrée. J'aurais une question. Ouais. Tu parles on parle de l'université, mais tu vas parler à des technologues, mais les décideurs, eux, là, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va s'adresser à l'équipe du DigiFab? Puis quels sont les éléments déclencheurs qui vont faire cette action-là ou quels sont les éléments qui, chez vous, dans l'équipe d'expertise que vous avez, va déclencher, de dire, là, il y a des opportunités là, il y a des opportunités là. Il y a des outils qui existent, là, mais c'est quoi les éléments déclencheurs? Bien, nous, on a plusieurs manières qu'on finit à faire un mandat avec une entreprise. Là. Puis une des manières qu'on aime beaucoup, c'est les entreprises viennent au DigiFab. On fait des journées, des demi-journées thématiques, puis on leur fait un peu initiation au virage numérique là, très rapide. On parle des enjeux macroéconomiques, là, le PIB mondial, le retard versus le PIB mondial, tout ça. Après ça, on leur fait un peu, voici des technos disponibles dans le marché, un peu de toutes sortes de familles de technologies. Puis là, le monde commence à voir, OK, mais ça existe, ça. Avoir un compte de dépenses, c'est plus vrai qu'il faut faire ça dans un fichier Excel puis mettre des pièces jointes de photos puis tout ça. Puis on peut juste prendre une photo, ça se met tout seul dans un système puis on peut l'envoyer directement. Puis là, mon gestionnaire, la pro, ça se fait, ça. Donc, ça, c'est une des manières où on commence, là, puis les gens, c'est OK, mais on veut adhérer. Fait que quand on regarde, c'est quoi les éléments? Bien, la connaissance des technologies, la connaissance qu'est-ce qui se fait sur le marché, qui est extrêmement dur parce que le dirigeant qui a une entreprise, il rentre avec le fait qu'il rentre à 8 heures le matin, il faut que sa prod marche, il faut qu'il réussisse à faire une rentabilité à la fin de la journée, puis il faut qu'il règle tous les problèmes possibles. Puis il part à 5 heures, puis là, sa job de soir avec sa famille commence. T'sais. Puis c'est ainsi de suite, puis ça roule. Puis là, ils prennent le temps d'avoir une couple d'heures pour venir dans un environnement où il n'y a pas de pression, pas de vendeur, il n'y a rien. C'est juste voici les technos disponibles. Puis il reste avec plein d'idées. Fait que nous, c'est une des manières, c'est venez voir qu'est-ce qu'on fait, venez toucher aux technologies, puis vous allez ressortir avec on veut faire un mandat, on veut faire un projet, je veux ça chez nous. Puis là, c'est tout. Des fois, c'est tu veux ça chez vous, je suis d'accord avec toi, mais le mais, c'est qu'est-ce que tu as présentement. Puis là, la joke, souvent, c'est on a un ERP. Ah, parfait. Donc, c'est un système comptable plus ou c'est un Microsoft Access, une base de données que tu t'es faite pour créer ta. Puis là, tu comprends que tu ne peux pas avoir cette technologie-là avec là où tu es. Fait que là, c'est là que le plan numérique embarque. Là, de dire, faut que tu ailles la base. La base, en général, la base, c'est un système de gestion. Traditionnellement, un ERP. Ce n'est pas nécessairement tout le temps un ERP, mais on va avoir un système de gestion. Puis là, ultimement, es-tu compatible avec ce que tu veux comme technologie? Je vous ai parlé de la petite ligne. Tu ne veux pas faire des lignes. Tu veux avoir des API disponibles ou tu veux avoir des connecteurs disponibles pour lier ces systèmes-là. Puis là, on fait un premier plan numérique. Puis là, ils partent avec ça. Puis là, c'est une des manières où on peut stimuler, en fait, puis d'investir parce qu'on leur montre les avantages là, au fur et à mesure de pourquoi faire ces projets-là. Dans le fond, ce que je comprends, là, c'est pour les gens, ils n'ont pas de problème jusqu'à temps qu'ils réalisent que, il y en a qui font ça comme ça. Oh là, j'ai un problème. C'est ce que tu viens d'expliquer. Puis là, ils réalisent qu'il y a un problème. Maintenant, c'est quoi le plan de match? Où je commence, donc il faut que je fasse une photo d'où je suis pour savoir où je vais aller. Puis là, tu ne peux pas t'attaquer à tout, hein? Bien, jamais. Donc, c'est quoi? Puis c'est un peu dans l'audit de la transformation, le plan que vous allez faire, c'est de dire on va prioriser les choses, puis regarder des comparables avec ce qui existe sur le marché. C'est ce que j'ai bien compris avec des démos. Oui, puis surtout, ce qui fait tout le temps rire, c'est nous, on utilise une échelle de maturité qui a été basée par Acatech, là, le centre de recherche en Allemagne, qui ont bâti le terme Industrie 4.0 avec le gouvernement en 2011 allemand. Et puis, quand on parle des échelles de maturité numérique, c'est 1 à 6. 1 à 2, c'est numérisation. Okay? Oh boy. Puis 3, 4, 5, 6, c'est la transformation numérique. Fait que là, quand on leur dit hey, bravo, vous êtes au niveau 1, la face. Mais non, au niveau 1, impossible, on a un ERP. Ouais, c'est ça. ERP, le numéro 1, c'est d'avoir un système. Fait que t'es numéro 1, t'es niveau 1, mais il t'en reste peut-être pas 6, mais souvent, c'est niveau 2, 3, là où tu veux aller, là où tu as de la valeur. Mais ça reste que déjà là, il y a comme une espèce de. Pas une claque d'en face, là, mais c'est là qu'ils voient la réalité de. OK, moi, je pensais que j'étais en avance parce que j'avais un système de gestion, exemple un ERP, mais ça fait 20, 25 ans que ça existe, des ERP. Tu sais. Donc, c'est un peu naturel d'avoir ça aujourd'hui.
Puis, j'ai une question pour toi. Tu parles en 2011, on parle de l'arrivée de l'industrie, c'est une politique, Industrie 4.0 en Allemagne. En 2017, on a usé de cette politique-là au Canada. Il y avait quand même au Québec, même avant le Canada. Qu'est-ce qui s'est passé ou est-ce que tu vois des trucs qui ont évolué quand même dans le bon sens depuis 2017 au Québec ou par rapport à cette digitalisation-là? Ou... Ben, moi, j'aime le dire, là, COVID, là, du très mauvais, du très bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a réalisé, je pense que de un, le fait de transposer du papier entre t'es aux ventes, t'es à la production, je te passe un papier, ça se faisait à l'époque. Hein? Mm-hmm. Puis aujourd'hui, en fait, le 13 mars 2020, on a réalisé que le papier, ça passe plus d'une place à l'autre. Tu sais, des petites choses comme ça aussi simples. Je suis arrivé au DigiFab en même temps que la COVID, puis les projets, c'était très il nous faut vite, il nous faut un CRM, il nous faut des systèmes de gestion, parce que là, on n'a plus de mesures pour se passer du papier. J'aime dire ça, là. Donc, ça a été une espèce de catalyseur à on veut des technologies numériques aussi simples que Microsoft Teams. Des choses banales, là, la visualisation des fichiers Excel que tout le monde... Je sais que tu as comme la famille de je ne veux pas avoir des fichiers Excel dans l'entreprise, mais en réalité, tu n'as pas le choix d'en avoir un petit peu. Là. Mais le fait d'avoir un fichier Excel qui se partage, qui est disponible en mode éditeur, puis en mode... en anglais, c'est View Only, mais en français, c'est bref. Ben, en vue seulement. En vue seulement, merci. Consultation. Déjà là, tu amènes une visibilité aux gens. Donc, déjà, des petites solutions qu'on ne passe plus du papier qu'on se transfère d'un département à l'autre à du numérique. Puis là, maintenant, c'est beaucoup plus... on se rend compte les systèmes de gestion des très petits pour une petite PME, parce que c'est beaucoup ce qu'on voit. C'est pas très cher. Mais non. 25, 30, 40 $ par mois par employé. C'est pas très cher. Tu sais, j'ai le goût d'ajouter à ce que tu disais, là, si on recule dans le temps, puis j'imagine que Slim aussi a vécu ça, les gens se partageaient un Word par, tu sais, puis là, on ne voyait pas qui l'avait modifié quand, fait que tu fais changer le Word d'une personne, on jouait au téléphone arabe, là, puis tu fais même changer le courriel de l'autre, il n'y avait pas d'historisation, de documentation. On avait un fichier Excel pour voir le nombre de versions, version 1, version 2, version 3, version 4, puis on la faisait évoluer. Mais c'était un autre. Mais puis, c'est intéressant, mais il y a d'autres technologies aussi qui sont émergentes présentement dans le marché. Tu sais, il y a les technologies de l'IoT, qui est l'Internet des objets industriels, IoT. Il y a l'intelligence artificielle aussi qu'on voit beaucoup, que tu sais, souvent les gens catégorisent de buzzword. Il y en a d'autres qui vont dire plus de la collecte de données, de l'interprétation. Par rapport à ces tendances-là, j'aimerais t'entendre. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué aussi là, par rapport soit au DigiFab, tes clients aussi, mais dans le marché? Ben écoute, moi on peut parler dans le terme d'intelligence artificielle. Pas le nommer, mais ChatGPT. Je pense que tout le monde disait on ne veut pas faire d'intelligence artificielle, on n'est pas assez prêt. Puis là, c'est OK, parfait, mais pour faire tes documentations, tes rapports, utilises des technologies. Ah, on a découvert ça, ChatGPT. C'est pas pire, hein? Tu peux commencer pas un framework, mais tu peux partir un peu anéantir le syndrome de la passe blanche, commencer avec du stock modifié, puis partir. Ben, t'en utilises déjà l'intelligence artificielle, tu sais. Donc, c'est sûr qu'en industrie, tu sais, très, très manufacturier, usinage, petite PME, malheureusement, le contexte fait qu'on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle pour être en mesure de faire de la prédiction au niveau de la maintenance préventive des machines. Tu en as 2 machines. Tu ne peux pas faire ça, on s'entend. Ou on ne peut pas faire du contrôle qualité par vision. Tu fais 1 pièce ou 2 ou 3 par jour. Il faut des milliers d'exemples pour réussir à faire un modèle qui fait du sens, malgré qu'il y a des outils disponibles. Mais quand il y a moindrement un flux continu, la vision, la qualité par vision, c'est une des plus belles applications qui peut se faire. D'ailleurs, une entreprise là, qui fait un beau produit maintenant, le québécois, qui, eux, c'est pour les patates, là, je ne sais pas si... Oui. Et puis, eux, ben, ils réussissent à faire, vu qu'il y a tellement de patates qui passent, belles patates, mauvaises patates, à un moment donné, en termes de vision, c'est assez facile. Mais c'est sûr qu'il y a comme une difficulté d'amener ces technologies-là dans le très petite entreprise, malheureusement, en termes d'intelligence artificielle. Je ne sais pas comment vous le voyez, là, mais moi, je le vois comme... Ben, je me lance 30 secondes. Là, c'est, le projet que tu parles en question, c'est un projet que je connais très bien. Là. Ce projet-là aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu cette entreprise-là a fait des démarches 2, 3, 4 ans, même 10 ans avant d'arriver à pouvoir utiliser ces technologies-là parce que le modèle de traçabilité de la base, de la coupe, on va dire, ou de la cueillette, de la peau, de la cueillette, de l'emballage, il y avait déjà un système de traçabilité bien intégré avec des coûts de revient très clairs. Ils sont allés optimiser à l'aide de l'AI vraiment leur production puis la perte matière, on pourrait dire ça. Mais c'est clair que cette entreprise-là, elle a investi. C'est pas un projet qu'elle a fait. C'est un investissement soutenu d'année en année depuis plusieurs années. Fait que c'est sûr que si on regarde 2 producteurs de patates au Québec, puis on les compare,
Ben, il y en a un qui a semé, on va utiliser le terme. Il a semé bien avant pour arriver à ce projet-là. Je sais pas, Ghislain, si tu voulais compléter. Ben, je pense que, si je fais une synthèse de ce que tu dis, là, c'est que la priorisation des projets puis l'ordonnance des projets. Puis moi, j'utilise souvent l'exemple de ma maison là, parce que les gens, tu veux acheter une maison ou un bâtiment, tu es une entreprise, achètes un bâtiment, tu fais venir un inspecteur de bâtiment, hein, tu fais venir vers une équipe qui va te faire un état des lieux. Puis là, avec tes comparables d'entreprises similaires, de même grosseur, de même marché, tu vas dire, ben, il t'a des enjeux à tel endroit au niveau de ta productivité. Puis là, ben, on va regarder, est-ce que c'est les processus d'affaires qu'on doit améliorer avant de les numériser? Hein? Des fois, moi, je suis arrivé comme analyse d'affaires, il y avait 14 processus, puis quand on a fini, il en restait 2. Le processus, puis les exceptions. Tu sais, là, ça l'a simplifié, puis on a pu optimiser. Après ça, ben, ça peut être, par la suite, il peut y avoir des gains faits par des améliorations par l'acquisition de technologie, de l'implantation de technologie robot, automate et tout ça. Ben, c'est un peu comme avec cet état de lieu-là, ben, des fois, tu vas dire, bon, ben, ma maison, elle a une perte d'énergie ou elle consomme trop d'énergie. Ah, je vais changer le système de chauffage. C'est pas toujours la technologie avant, c'est peut-être les fondations qui sont pas efficientes, qui laissent entrer de l'humidité, les murs, l'entretoit qui est mal isolé, les portes, les fenêtres, ou le système de chauffage. C'est pas les mêmes technologies, c'est pas la même approche, pas les mêmes impacts. Fait que c'est un peu ce que vous faites au Digifab, d'avoir, puis selon où est rendue la maturité, pour revenir à ton disais, là, ta maturité technologique, puis d'y aller pas par pas, puis ce que tu disais, Benoît, au niveau de l'investissement, c'est de planifier ces investissements-là en ciblant les endroits où quelqu'un qu'on connaît bien, il dit arrêtez de perdre de l'argent où ce qu'on en perd, puis les places qu'on peut en faire le plus, maximiser ça. Puis l'entre-deux, là, ben, ça viendra dans le temps. Ça a tout du sens ce que je dis? Oui. Ben, écoute, je reviens pour Acatech. C'est très simple. Écrivez ça sur Internet, white paper, papier blanc, et c'est disponible en ligne pour tous. Là. Il y a 6 niveaux. Moi, j'aime le dire. L'intelligence artificielle, d'ailleurs, c'est le 5e niveau. Voici un petit peu les étapes à suivre pour vous rendre. C'est pas chinois. Est-ce que c'est chinois? Comment le faire physiquement? Oui, totalement. Le comment est extrêmement dur. Mais juste l'application à très haut niveau pour le comprendre, les 6 étapes, là, computerization, donc avoir des logiciels, des outils. Connectivité, donc la taxe de bienvenue coûte une fortune puis on n'en voit pas de valeur. Après ça, l'étape qu'on rentre dans le niveau vraiment Industrie 4.0, visibilité, donc voir en temps réel notre production, voir en temps réel nos données de vente, nos données de l'inventaire, peu importe. Niveau 4, c'est si on voit en temps réel, on est connecté à nos données, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe sans être physiquement, donc on peut avoir cette phase de compréhension-là. Puis si on comprend physiquement, niveau 5, c'est faire de la prédiction, donc faire du AI. Puis niveau 6, ben, c'est s'optimiser par self-optimizing, donc s'optimiser par le logiciel lui-même, donc le robot qui se répare tout seul. On est très loin de ça. Mais ça reste que c'est un peu l'idée. Donc, où tu veux te rendre, mais voici les étapes. Moi, j'aime ça le dire de même, puis des fois, on peut se croiser les bois, mais en réalité, c'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ça reste que voici le roadmap, puis voici l'itinéraire, c'est ça. Il y a plusieurs étapes. Vous êtes où? Chaque département a des avancements différents au niveau technologique. Exemple, il y a un CRM aux ventes marketing qui est très lié ensemble, ça va super bien. Tu as une espèce de gros mur entre les deux parce que aucun outil à côté vient parler au CRM. Donc, les ventes sont super connectées. Il y a 5-6 vendeurs, ils utilisent le logiciel, ça va bien. Tu as du papier, puis tu as du Excel pour la production, puis tu as un système comptable pour, à la fin, faire payer. Fait que là, il faut mais ta production, il faut qu'elle monte en niveau. Il faut que tu puisses suivre la maturité numérique pour avoir au moins une base commune. Là, j'allais ajouter, tu as un autre logiciel pour gérer tes actions, un autre logiciel pour gérer ta performance machine. Oui. Ouais, puis là, tu te ramasses avec, dans certaines grandes entreprises qui sont rendues plus matures. Leur défi, les autres, c'est qu'ils sont rendus avec 16 logiciels. Ouais. Puis là, ils ne savent plus, ça en a trop. Fait que là, ils t'approchent pour en avoir un autre. Bien là, ce qu'ils voudraient, c'est avoir un puis là, en plus, parce que si on parle de 10 départements dans une entreprise, c'est ce que tu expliquais, bien, le département vente marketing a des enjeux que acquisition, achat, qu'estimation coût de revient génie a, une ligne de production, la gestion globale de la production, la logistique, et là, tout ça ensemble, puis là, tu as finance, puis d'autres secteurs. Et là, chacun a des angles différents, a des logiciels différents qui ne se parlent pas entre eux autres. Puis là, tu as des problèmes d'interopérabilité. Tu as des problèmes, après ça, de prise de données. Puis là, tu as tellement de données que là, tu es noyé de données. C'est pas mieux non plus si tu en as trop. Donc là, ça prend un logiciel qui va t'aider à démêler tout ça. Mais il faut avancer dans le temps puis prioriser les étapes. Puis j'aime, dans le contexte que tu parles là, tu as plein de données. Quand on parle de visualisation niveau 3, tu as plein de données, ne sont pas historisées, ne sont pas contextualisées, puis ne sont pas bien étiquetées. Donc, tu arrives pour faire un projet. Ben, les gens vont dire, on va ouvrir les bases de données, on va voir qu'on peut absolument rien faire avec ça. On va dire, félicitations, ça fait 10 ans que tu enregistres ça.
entre toi et moi, tu peux le scraper, tu vas faire de l'espace sur tes serveurs, puis on va partir comme il faut, on va bien étiqueter chacune des valeurs que tu enregistres pour être en mesure de faire quelque chose avec ça. C'est le défi, ça aussi. Ce qu'on appelle la valorisation, le nettoyage, la valorisation des données, parce que c'est pas parce que tu as 100 colonnes que les 100 colonnes ont de la valeur. C'est ce que tu dis si on met ça dans les fichiers Excel. Là, ça, c'est si chaque colonne a une étiquette qui dit c'est quoi. Oui, c'est ça. En partant. C'est aussi simple que ça. Ça paraît simple, mais c'est aussi compliqué que ça. En fait. Donc, dès le départ, il faut que ça soit pensé. Mais comme on évolue dans le temps, on ne pense pas ce qu'il va y avoir. Si on avait une boule de cristal, dans les années 80, on aurait fait ça comme ça quand on avait installé nos beaux vieux systèmes C++. Puis là, on parle même peu de technologie, là, mais les enjeux sont là. Donc, il faut constamment, là, le message que je comprends de vous deux, là, c'est il y a un investissement puis une planification à faire petit pas par petit pas. Donc, la règle des petits pas, c'est plus intéressant que d'arriver. J'ai vu ça dans un show, ils m'ont dit que ça allait faire ça, je vais rouler à 160 km/h ma production, puis tout est réglé. Ça, tu dois le voir souvent. Oui, on a eu quelques clients, la grande entreprise, très grande, qui, eux, sont rendus à cette maturité-là, où voici nos initiatives, on est plusieurs départements, puis on veut avoir un peu un roadmap pour les prochaines années. Plus haut niveau, le plus conceptuel, mais oui, ils sont là comme défi. Mais la PME qui va dans un show, là, comme en Allemagne ou à Toronto, la semaine passée, là, puis là, ils ont rencontré, puis là, hey, moi, tu installes, on te vend ça, on installe ça, là, puis ça t'emmène, on change ta shop. Là. Le miracle, là, le plaster, là, ça marche-tu tout le temps? Je pense que l'idée est bonne. Je pense que quand on arrive à avoir les processus actuels versus ce que le système propose, déjà là, il y a un questionnement à savoir. Est-ce que le système qu'on veut incorporer dans nos opérations, est-ce que c'est lui qui a les bonnes pratiques ou c'est nous qui a les bonnes pratiques? La question se pose. Des fois, c'est en souriant, des fois, c'est un mix des deux. Fait que là, on commence à faire un peu de personnalisation. On rentre dans du questionnement à savoir est-ce qu'on accepte de revoir nos processus internes avant de les figer dans un système? Parce que quand on utilise un système, on vient d'automatiser, de rendre plus efficace, mais on vient de rendre efficace un procédé. Donc, on automatise-tu le désordre? Non. Donc, c'est un peu l'idée où il faut faire la part entre les choses. Puis ça fait en sorte que c'est pas toujours facile de dire on veut le système, puis lundi, on revient, puis on l'implémente. Il y a du travail à faire pour se rendre là. Beaucoup de travail à faire. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on engage un directeur de transformation numérique dans une shop de moyenne envergure, parce que les plus petites n'ont pas ces moyens-là. Puis on veut qu'il fasse des miracles. Les miracles, ça s'attend de Beaupré, puis je pense que c'est backorder. Hein? C'est ça? Exactement. Ça dépend de la saison. saison. J'aimerais ça juste faire un petit récapitulatif. Là. En fait, ce que je comprends, là, puis je fais un lien avec ce que tu as dit, Ghislain, je trouve ça vraiment intéressant. Tu peux pas avoir 26 processus, à un moment donné, ça t'en prend un, puis les exceptions. Puis ça revient aussi si on se relève à la stratégie, on va prendre le beau Michael Porter, là, mais tu peux pas avoir 4 stratégies, tu peux juste avoir une stratégie d'entreprise, puis après ça, il y a des priorités, qui est ton service client, là, c'est là que tu crées de la valeur. Puis ce que je comprends aussi chez GFAB, si je ne me trompe pas, vous êtes principalement dans la PME, qui est majoritairement votre entreprise. Comment des programmes comme le CIPEM, Prompt, peuvent vous aider, puis aider le client aussi, peut-être pas juste seulement vous, mais le client, dans cette approche-là? Puis je pense que les gens ont beaucoup de questions par rapport à ça. Puis on vous voit partout ces temps-ci. Je pense que ça serait intéressant de vous entendre comment on peut amener ça dans le marché. Oui, bien... Quand il y a eu l'annonce du système, du CIPEM, encore un acronyme, du soutien à l'innovation, à la productivité des entreprises manufacturières, c'est le grand titre. Là, mais... Oui, donc quand il y a eu l'annonce du programme CIPEM, pour vrai, j'étais super content. Puis je vais expliquer pourquoi. C'est souvent dans les projets, on arrive à un point où on a un peu le momentum. L'entreprise, elle veut, elle comprend les investissements, elle comprend les systèmes. Puis là, quand tu as la direction qui décide d'embarquer, puis toute la direction complète décide d'embarquer, moi, j'aime vraiment ça. Je suis OK, parfait, on va l'avoir, le projet. Ça fait des heures qu'on travaille à rencontre d'une heure par semaine à essayer de les faire motiver. Puis là, on est prêt. Puis là, on arrive, on se rend compte finalement qu'on veut tel système, on a ça, voici notre état actuel, on veut rajouter ça. Puis là, non, ils ne se connectent pas entre les deux. Puis là, ça devient un peu plus complexe de réussir le petit nœud technologique qui manque une petite affaire. Puis là, c'est plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Puis là, tu fais, c'est plus cher qu'on pensait. La direction fait comme, mais c'est un peu trop cher pour nos investissements. On t'avait parlé d'un tel montant. Tu sais. Là, mais quand c'est arrivé avec le CIPEM, c'est exactement ça qu'il faut. Tu as des applications très précises qui manquent juste un petit coup de pouce pour le réussir, pour aller chercher ce gain de productivité-là. Puis c'est là que CIPEM vient faciliter, en fait, l'adhésion pour finaliser les projets. Pas finaliser, ça reste un projet en soi, et finaliser la démarche pour être en mesure de faire ces projets-là. C'est comme la suite de dernière petite tape qui te manque pour être prêt pour vraiment
pogner un step ou remonter d'un niveau numérique. Bien, c'est exactement ça. Donc, actuellement, dans l'état des lieux, le programme, là, ça va faire presque 1 an qui a été annoncé par le gouvernement. Là, on a mis en place. On a déjà des projets qui vont passer en évaluation. Ça veut dire qu'ils ont fait la rédaction, tout ça, ils ont fait les différentes étapes que tu parles. Ils ont déjà implanté des systèmes. Puis ce que les gens me disent, ben, on a acquis et implanté des solutions qui coûtent 1 million, 2 millions. On a le programme SR au Pékin qui nous aide à acquérir, puis implanter, puis configurer pour optimiser au maximum. Mais ça fait 80% de la job parce que le logiciel ou le pro-logiciel, la technologie est faite pour le plus grand nombre d'usagers possible. Mais moi, ta shop puis ta ligne de production 1, elle ne ressemble pas à la ligne de production 2 ou à une autre chose. Donc, ce bout-là, comme tu dis, là, ce qui manquait là, quand on a désigné ce programme-là, dans les chiffres là, pour un CFO, un dirigeant d'entreprise, il dit « J'ai investi 1 million, SR me dit ben, mets 25% puis il reporte 75% dans le temps. » Hein? Puis avec tes gains de productivité, tu vas être capable de me rembourser. Fait que tout le monde est content, on baisse le risque. Ouais, mais il faut que tu remettes 500 000 pour que ça se parle avec tes systèmes que tu as déjà en place chez vous. Ouais, mais là, mon 20% de gain de productivité, il tombe à 10. Ouais, mais là, je ne l'ai plus, ma rentabilité. Fait que le CIPEM, c'est un peu à ça qu'il vient répondre là, pour permettre de faire cette interopérabilité de là, ou ces prises de données, ou d'améliorer le logiciel qui est déjà acquis avec des fonctionnalités qui n'existent pas. Puis, je vais emmener un autre angle aussi sur le programme. Ce qui est intéressant, c'est que quand, justement, tu n'as pas les fonds suffisants pour faire une architecture qui fait du bon sens, là, bien, souvent, tu vas mettre des tie wraps. Ouais. Ça, des tie wraps, c'est une lune de miel pendant 2 mois, 6 mois, ça fonctionne. À partir du moment que tu perds une ressource, que tu es dépendant de quelqu'un qui a créé la tie wrap, j'appelle ça de même, le pont artisanal. Là. Mais ce qui arrive un jour ou l'autre, c'est que cette lune de miel-là, puis j'aime le dire, puis là, l'équipe m'en parle souvent, c'est que cette lune de miel-là devient une dette technologique. Puis cette dette technologique-là, des fois, coûte plus cher que si tu l'avais faite d'avant. Puis c'est drôle, dans l'actualité, ces temps-ci, on entend parler du train grande vitesse entre Montréal, Québec, Toronto. Le maire de Québec, je pense, il disait, c'est quoi le coût de ne pas le faire? T'sais? C'est le même principe, je pense, en technologie. Souvent, les gens voient ça comme une dépense, mais c'est un investissement à long terme parce que tu vas réduire ta dette technologique en faisant les bons coûts. Puis, dans les programmes actuels, ce pont-là, c'est pas une intégration de système, c'est pas du R&D, c'est le mix un peu entre les deux. Fait que je pense que le programme vient combler vraiment un trou que les entreprises, il n'y avait pas de ressources pour ça en ce moment. Là. Est-ce que je me trompe? Ou? Bien, c'est que ce que tu dis, c'est que les gens, ils pensent qu'ils font de la R&D, puis ce qu'ils font, c'est qu'ils maintiennent l'obsolescence. Ils essaient de survivre avec les vieux. Tu sais, mon frère qui est dans une organisation publique, puis il dit, lui, si tu trouves des programmeurs en C++, je les engage demain matin, ben j'en ai plus, là, tu sais. Mais c'est ça qu'on a dans les shops, là. C'est des vieux logiciels, les machines, les langages machines. Un des plus gros fabricants de robots, là, peut-être tu me corrigeras, François, Roxwell disait qu'il livre par jour plus d'une centaine d'API pour interconnecter leurs robots avec les autres systèmes en place dans le monde. Ça veut dire que le CIPEM, c'est carrément ça. Là. C'est ça que ça répond. Puis il n'y avait rien sur le marché. Là, il y a certains programmes qui sont en pause. Là, fait que ça accentue. Mais une chose, c'est qu'on a simplement 8 millions pour faire des projets. Fait que, il y a peut-être une urgence. Ça m'amène à la prochaine question. Tu pourrais répondre toi aussi d'abord, Ghislain. Je serais curieux de t'entendre, François. Si on avait la chance, puis je nommerai pas de nom parce que c'est volatile dans le temps, là, mais si on avait à rencontrer le ministère de l'Économie ou le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, est-ce que tu as une question que tu aimerais y poser? C'est une question piège que tu me lances? Non, c'est est-ce que tu as une question, puis c'est pas envoyer un message, c'est est-ce que tu as une question que tu aimerais y poser? Pour t'aider et te laisser réfléchir, exemple, une couple de semaines, on était dans un événement avec les gens de Bécancour, puis tout le monde avait la question. Présentement, on a de la misère à construire des immeubles pour être capable d'accueillir nos employés, puis on est des petites PME de 70. Là, vous allez arriver avec un projet de 4000 employés, on va les mettre tous les gens. C'était ça la question, puis c'est très légitime de poser la question, puis peut-être qu'on va lui poser. Oui, non, mais OK, ça me travaille parce que récemment, je travaillais sur un projet avec une multinationale, puis c'était un peu une espèce de brainstorm à savoir comment qu'on peut être en mesure d'augmenter l'adhésion aux technologies. Mm-hmm. Puis, je vais la tourner en une question. Et personnellement, je me suis assis et j'ai vraiment pensé. Puis je me suis dit, c'est quoi toutes l'adhésion de technologies pour ne pas les nommer, mais les grands joueurs technologiques, là, le GAFAM de ce monde, là, qu'est-ce qui fait qu'on a toute une adhésion rapide aux technos? C'est gratuit. Hein? Au début, là, tout est gratuit. Peu importe, j'ai un enfant, une application, tu peux mettre des photos. Le premier gig de données, il est gratuit. Après, tu payes.
Ouais, non, mais ça, c'est gratuit, t'es le produit. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais où je m'en vais avec ça, c'est est-ce qu'il serait possible d'avoir une plateforme de connectivité de système qui est abordable, voire gratuite pour commencer, pour donner le goût aux entreprises de dire parfait, on met l'effort, un programmeur, une personne beaucoup plus industrielle, on se connecte à ça, puis on a un peu nos niveaux pour avoir notre visibilité, pour avoir notre début d'enregistrement de données comme il faut. Tu sais, comme un peu de manière d'avoir une structure où c'est abordable pour débuter. Après ça, on paiera. Mais je suis bien d'accord, mais d'avoir ça pour commencer, qui ferait que tout le monde va vouloir avoir le premier pas, puis l'essayer, puis on met un stagiaire là-dessus, là, il rentre un peu de données, blablabla, puis on passe ça. Puis après ça, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, OK, je suis d'accord, je payais, j'ai vu la valeur. Donc, c'est un peu ça ma question. J'ai comme tourné, là, mais ouais, je vais la résumer. Ouais, vas-y, puis après ça. Parfait, on coupera, puis on repartira. Voici. Non, Alors, vas-y. François, ta question. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il serait possible d'avoir une plateforme, à la limite québécoise, qui serait capable de démontrer la valeur pour une entreprise de faire un virage numérique complet? Je ne répondrai pas à sa place. Mais tu sais, avec ce qui se passe dans l'actualité, là, on remet en question même notre plateforme de commerce en ligne locale. Ouais, Là, fait que c'est sûr que c'est. Je ne sais pas si c'est le rôle du gouvernement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec tous les programmes gouvernementaux, les programmes RSDE, je pense qu'il y a déjà des mécanismes pour être capable de le développer, mais je vais laisser répondre. Je ne sais pas, Ghislain, si tu avais une question par rapport à ça. Moi, je vais faire du pouce ce que tu dis. C'est une façon. Je pense que le gouvernement, ce qu'ils veulent voir, c'est bon, on a un portrait. Actuellement, là, en 2022, on avait pour 2 milliards de déficit commercial, donc des contrats de signés qu'on n'est pas capable de livrer. Puis, en 2023, on est rendu à 8 milliards. Et pourtant, le gouvernement a investi dans Pécan, dans SR au Québec, puis dans l'OTN. Hein? On parle de 2,6 milliards dans SR depuis 2020, puis 729 millions d'OTN. Puis là, le Conseil du Trésor dit, c'est parce que ça ne réduit pas là, ton écart, ça augmente. Qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est la première affaire. La beauté de la chose, puis les cahiers de charges, quand j'en parlais, là, c'est que quand j'ai posé la question, puis j'ai parlé à des gens, là, anciennement du CRIC, j'ai parlé des gens du Digifab, j'ai parlé des gens des entreprises, puis je disais, c'est quoi la valeur médiane des projets si 80% des projets que vous implantez, ils ne réussissent pas à atteindre les enjeux de productivité? On ne le sait pas. Puis combien de retombées économiques? Ce qui est le fun avec les cahiers de charges, puis avec les projets qui sont déposés, là, juste un projet, vous donner un exemple. Là. Ce projet-là, c'est une entreprise dans le manufacturier de transformation du bois. OK? Puis je ne donne pas d'entreprise, nomme non. Ils vont améliorer de 2 % sur un projet d'investissement d'1 million. Le CIPEM va contribuer 500 000. Ils vont chercher en BA, là, donc à profitabilité, 24 millions. Wow. Ça, là, quand tu permets de partager ces expériences-là, puis de voir les gains, bien, le gouvernement a dit, bien, si c'est bon pour un, bien, parlez-en pour que d'autres passent à l'action, mais il faut qu'ils soient accompagnés parce qu'ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Parce qu'ils sont en pénurie de main-d'œuvre spécialisée, ils ont besoin. Puis l'autre chose, c'est qu'on a plein de belles entreprises technologiques au Québec. On pense souvent que c'est mieux en Allemagne, c'est mieux en Italie, c'est mieux en Corée. Il y en a plein ici, puis on ne fait pas le pont ensemble. Fait que un des objectifs du CIPEM, puis c'est pour ça qu'on a eu cet argent-là, c'est de favoriser ce mariage-là, puis aussi d'emmener des exemples concrets, chiffrés, de retour sur investissement pour les entreprises, mais aussi pour le Conseil du Trésor, parce que si mes 200 cahiers de charges, il y en a 80 % qui ont des gains potentiels à 500 000 d'investissement, mais que ça rapporte 800 millions de chiffre d'affaires pour 80 millions d'investissements. Oh, bien là, le gouvernement va dire, ça vaut la peine, parce que le 8 milliards qu'on perd, ce n'est pas juste le 8 milliards de ventes, c'est toute la relation d'affaires qu'on a développée depuis des années avec des partenaires commerciaux qui vont dire, tu n'es pas prêt à me livrer, m'en ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu, donner un exemple. Je trouve ça intéressant. Puis ça, on pourrait juste faire une saison complète sur ce sujet-là. Mais moi, je suis un curieux. Là. Je vais revenir à François quand même. François, toi, t'es-tu un sportif? Oh, c'est une shape de sportif. Mais quand même, tu fais-tu du sport? Je vais le voir derrière qui rit. Oui, je joue au hockey. Tu joues au hockey, beaucoup. Tu sais, on est dans la chambre de hockey, là, on prend une petite bière après la game, on a gagné 3-0, on est content. Ghislain était dans les buts. Toi, t'es un gardien, non? Tu jouais-tu au hockey, toi? J'ai joué à toutes les positions, mais j'étais surtout un défenseur. Je sais pas pourquoi j'avais dans la tête gardien, mais défenseur. Puis là, finalement, dans la caisse de bière, je trouve une baguette magique. Là, moi, je suis un gars généreux. Là, je me dis, je vais la donner à Ghislain. Ghislain, il disait, lui, c'est généreux, il t'a donne à toi. T'sais. Puis là, tu peux faire un vœu. Mais juste en lien avec le GFAB, qu'est-ce que tu aimerais que le GFAB accomplisse dans les prochaines années ou prochaines décennies? Ou qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette baguette-là?
Parce qu'elles sont plus faciles. Les entreprises qui viennent physiquement au DigiFab dans une visite organisée, l'adhésion est quasi instantanée des gens parce qu'ils voient ce qui est disponible, ils voient les technos. Donc, mon vœu, qu'il y ait plus de personnes qui viennent au DigiFab. Pas des personnes, mais qu'il y ait plus d'entreprises, de dirigeants qui veulent, qui ne savent pas faire un virage numérique, puis qui viennent visiter, ils viennent comprendre, puis ils viennent toucher des technos pour vouloir aider à l'adhésion. Parce que c'est pas juste toucher les technos, là, on montre des cas d'affaires, on montre comment l'utiliser, on montre les avantages. Donc, ça vient faciliter l'adhésion. Donc, un environnement neutre, propice à l'innovation, qui viennent le vivre, qui viennent voir nos bureaux pour être en mesure d'adhérer au mouvement du virage numérique. Good. Puis, si tu avais un livre à recommander ou un conférencier, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Parce que tu carbures d'énergie, je vois que tu as une belle historique. J'allais dire jeune homme ambitieux quand même, avec beaucoup de facilité à s'impliquer aussi. Là. Mais qu'est-ce qui t'allume ton petit feu là, intérieur? Hey, tu m'en poses des bonnes questions. Ouais. Un livre ou une conférence que j'ai écoutée qui a changé ma vie. Quand je croise mes bras, il faut vraiment que je réfléchisse. Non, mais c'est dur à dire, celle-là. Ouais. Ouais. Ben, même un conférencier que tu as vu dernièrement là, qui t'a peut-être inspiré, ou ça peut être n'importe où dans le monde. Un article aussi. Un article, hein? Ben écoute, moi j'aime le dire, là, il y a un article en 2007 que j'ai fouillé, là, dans le journal Les Affaires, la page frontispice, le front page, là, qui disait en 2007, est-ce la fin du manufacturier dans les pays industrialisés? Mm-hmm. Tu ris, c'était dans Les Affaires, c'est quand même très crédible. Là. Puis là, c'est sûr, je ne recommande pas de le lire, là, ou de le lire, en fait, d'aller trouver sur Internet qui est disponible. Allez lire ça. Aujourd'hui, je pense que c'est drôle de voir le clash. Le pourquoi c'est important. Mais un conférencier qui m'a vraiment... J'en vois beaucoup de conférences. J'aime beaucoup des petites sections de tellement de choses. C'est dur à dire, c'est d'aller dans des événements et écouter ce que les gens ont à dire. Je pense que j'ai de la misère. J'en consomme tellement, honnêtement, que j'ai de la misère à dire que ça m'a changé ma vie. Tu sais. Non. Ben, on va aller lire l'article. Ouais, hey, y a-t-il une question que moi et Ghislain, aujourd'hui, on aurait dû te poser, que tu aurais aimé te faire poser et qu'on t'a pas posé? Hein? Benoît, tu me travailles. Moi, honnêtement, je venais ici pour parler de CIPEM, je venais ici pour qu'on parle un peu de technologie. Je pense que je me fais un devoir de rappeler c'est quoi le virage numérique, de rappeler c'est quoi l'industrie 4.0. Mais oui, j'ai trouvé. Il faut absolument amener plein de technologies, là, jumeaux numériques, IoT, AI, AR, Attends, VR. je vais te la poser. François, est-ce qu'on devrait absolument investir dans les technologies IoT, intelligence artificielle, BI, dans les organisations? Puis je vais faire une bonne personne, là, je te dirais pas, ça dépend. Là. Bonne question, Benoît. Ouais. Non, bonne question. Non, je vais te dire la réponse pour vrai, là, non. Non? Moi, j'aime le dire. Je suis un gars qui paraît de technologie, mais au final, c'est très business. C'est très. Ça vaut-tu la peine? Y a-tu un avantage? Tu vas-tu te différencier au niveau de ton expérience client avec tes compétitions? Si tu réponds non à toutes ces questions-là, ben non, vas-y pas. Moi, je le vois comme ça. Malgré que je suis très technologique, très informé, très pas en avance, mais très avant-gardiste au niveau de ce qui se passe au niveau technologique. Si tu ne vois pas l'intérêt de ta business, si tu étais le dirigeant plus sur le bord de la retraite puis tu n'as pas l'énergie pour y aller, pourquoi pas? Mais en même temps, j'étais chez un client il y a quelques semaines qui, lui, est allé à un show à Vegas, qui a vu son compétiteur faire une interface de soumission en ligne avec Google Maps super interactif où tu as ta soumission puis à plus ou moins 10%. Ça prend 8 minutes à faire parce que tu t'écris ton affaires et tout ça. Versus eux, leur processus, c'est 6 semaines. Bien, eux, ils auraient-tu dû avoir cette ouverture-là à ce qui se fait dans le monde puis d'avoir un peu cette phase de créativité? Totalement, parce qu'ils sont hors du marché puis eux sont vraiment très, très en arrière parce qu'ils n'ont pas investi. Ouais. Donc, je pense que c'est se garder ouvert, se garder une ouverture à ce qui existe dans le monde, d'aller visiter des shows puis pas juste au Québec, là, aller au Canada, aller en Allemagne, aller aux États-Unis, voir qu'est-ce qui est disponible, c'est se garder informé parce que je pense que c'est là, c'est cette espèce d'avantage compétitif-là que les entreprises doivent aller. T'sais.
Ce que je comprends de ce que tu dis, là, c'est qu'à la base, toute technologie-là, là, c'est s'il n'y a pas de l'humain en arrière, pour prendre une décision puis s'impliquer, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Puis, il n'y a pas un... C'est au Japon qu'on parlait d'automatisation, qu'on disait que c'est l'automatisation allait remplacer les humains dans la production au niveau des machines. Ça a-tu remplacé? Non, hein? Non. Oh, mais il y a une statistique qui dit que 80% des emplois de 2030 ne sont pas existants aujourd'hui. Oui, c'est Deloitte qui a sorti en 2020. Donc, tu sais, c'est de la démographie, mais il reste qu'il y a une mouvance. Fait que, tu sais, moi, je reprends cette parallèle-là. Si on va en 1930 à Montréal, tu avais des allumeurs et des éteignoirs de lampadaires parce que c'était au gaz. Ce job-là n'existe plus aujourd'hui. À ce temps-là, ils changent des ampoules. Ouais. C'est juste qu'on change. Mais ça fait un lien. Je vais y aller. Puis, tu sais, Ghislain, je reviens tantôt. Moi, j'ai vraiment aimé. Puis, je vais le réutiliser toujours. Tu sais, arrête de parler de tes 26 processus. Parle-moi de ton processus. Là. Puis, c'est celui-là qu'on va automatiser. Il y a des exceptions. Mais il y a aussi BCG. Tu parlais des modèles allemands, mais Boston Consulting Group, qui parle beaucoup de. Tu sais, pour eux, la maturité numérique, c'est la réduction de dépendance envers des individus. Ça ne veut pas dire de les enlever, mais c'est de réduire leur dépendance. Tu sais. Plus tu es capable de rendre ton processus qui ne dépend pas d'un individu, ben en fait, c'est pas tant le niveau de maturité qui est important numérique, c'est le niveau de maturité de ton organisation puis de ton parcours client. Puis ça, ben, Uber l'a bien démontré, mettons, là, les Netflix de ce monde, l'ensemble des technologies qui sont devenues des plateformes, des métamorphoses. T'sais. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de manufactures présentement qui devraient justement pas se réinventer, mais découvrir c'est quoi le edge. Puis le edge, il est souvent pas juste dans la productivité, il est souvent dans le service qu'il offre aux clients, puis de s'hybrider avec des partenaires, parce que les petits joueurs qui ne travaillent pas en équipe dans le manufacturier, tu as beau être automatisé puis numérisé, tu seras capable de faire face à toute la chaîne d'approvisionnement qui est en train de se créer. Puis il y a cet enjeu-là, puis je fais un point avec le PROM puis le CIPEM, ben, ça reste qu'il faut que tu sois capable aussi d'être agile puis de t'intégrer dans la chaîne de valeur. Puis ça, ben, c'est un partage de données, pas juste des données, mais de l'information. En fait, c'est des données valorisées. Mais tu sais, il y a cet enjeu-là aussi que les manufacturiers, je pense qu'il y a cette... je pense qu'il faut réfléchir le modèle d'affaires beaucoup, même avant même de juste tomber dans l'architecture. Mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de défis avec ça. Vas-y, je t'ai coupé, là. Excuse-moi de... J'ai-tu fait perdre ton idée, puis là, je te redonne la balle. C'est pas pertinent ce que tu disais, j'aime ça. Oui. Non, mais une petite chose. On parlait tantôt, là, puis je pense que c'est assez important. Connaissez-vous la courbe d'innovation? C'était en années 80. C'était assez vieux. C'était-tu Bagosy-Warshall qui disait... C'est la courbe, c'est... Elle a fini et elle est morte à un moment donné. Non. Mais il y a un modèle, tu vas voir, c'est Bagosy-Warshall, je pense que c'est en 1976. C'est ce qu'on apprenait dans l'armée dans le temps. Tu sais, militaire, dans l'informatique militaire, on apprenait Bagosy-Warshall. C'était la courbe, pas d'innovation, mais d'intégration des technologies. C'est un modèle qui n'avait pas été... Dans les livres d'école, aujourd'hui, on la voit encore, puis ça date des années 70. Non, ça fait plus de sens. C'est Roger en 78, mais c'est les mêmes affaires. L'idée, c'est les innovators, early adopters, early majority, late majority, puis laggard. Et puis, l'idée, là, c'est... Moi, le parallèle, j'aime le faire avec téléphone cellulaire, avec... quelque chose que les gens voient tous les jours. Oui, ou véhicules électriques qui sont en train de voir cette courbe-là, d'ailleurs. Mais c'est un peu les technologies aussi. Innovator... c'est même pas 5% de la population. Eux, par leur jeu de la techno, ils l'achètent direct. Il n'y a même pas de question. On montre-leur un PowerPoint de ce qu'il va avoir, on va l'acheter. La early majority, eux, ils vont vouloir savoir un peu plus comment ça marche, mais ils vont l'acheter. La early majority, ils vont vouloir savoir c'est quoi les données financières, comment ça fonctionne. C'est quoi le retour? C'est quoi le retour? Puis la late majority, pour les convaincre, là, eux, là, ils veulent voir des compétiteurs qui l'ont fait, puis là, ils vont l'adhérer à la technologie. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont en retard, ça ne se cachera pas. Puis les laggards, dernier 5%, il n'y a rien à faire, ils ne vont jamais faire ce virage numérique-là. Donc, quand on veut attaquer les gens, là, je ne fais pas une grande science, là, mais les innovators, tout est fait. Là, ceux qui ont en avance, manufacturiers, ça fait déjà 10, 15, 20 ans qui ont adhéré à la technologie, ils ont investi 5% et plus de leur chiffre d'affaires en technologie année après année. Sont plus là. La early majority, honnêtement, en termes de technologie très bas niveau, là, je pense que c'est pas mal déjà fait. Là, on est beaucoup plus dans la late majority, qui, eux, là, il faut leur commencer à leur parler de, comme tu as parlé un petit peu tantôt, voici ce que l'entreprise à côté de chez vous elle a fait, voici ses gains, voici comment ça... Puis on est rendu là pour les convaincre à adhérer aux technologies. Oui, mais c'est correct, parce qu'il faut les pousser à aller.
Puis c'est un peu là où comment attaquer le marché, comment aider ces gens-là. Ben, preuve de pas de quoi, des livres blancs, leur montrer, aller faire des visites industrielles chez, des fois, pas un compétiteur direct, mais un produit manufacturier qui ressemble, là, qui a des machines, puis de leur montrer, voici les technos, voici l'usine, voici, on a des dashboards de production, les données s'enregistrent, on n'a pas personne au niveau de la planification qui vient manuellement aller dire à la personne, il y a un changement de prod, c'est pas la personne à planif qui bouge des tuiles sur un tableau pour vous dire, voici, tout se fait automatiquement, mais ça, il faut que les gens le voient, puis qu'ils puissent parler à des... C'est le fun d'ailleurs que vous faites ça parce qu'ils puissent parler à des gens de l'écosystème qui l'ont fait puis qui voient les avantages pour dire voici ce qu'on a fait, voici les gains, puis voici comment surtout ça facilite notre quotidien en termes de gestion de nos opérations. C'est une des choses qu'on va essayer de faire avec, un exemple, le GFAB, là, qui vous couvrez la Montérégie, là, que lorsqu'on aura des projets financés, d'organiser des rencontres pour que ces gens-là puissent parler. C'est pas Ghislain qui parle, mais c'est pas toi, François, qui parle ou l'équipe GFAB, mais c'est les gens qui ont travaillé avec vous, qui ont utilisé les fonds du CIPEM, puis voici ce qu'on a eu comme gain, puis d'en parler, puis de l'expérience là, qu'ils ont vécu, ce que ça a amené. Puis j'ai une question, est-ce qu'il y a une grosseur d'entreprise? Parce que souvent, c'est rien que les grosses entreprises, mais il y a pour reprendre cette courbe-là, donc il y a des joueurs de différentes grosseurs d'entreprises dans toutes ces cases-là. Donc, est-ce qu'il y a une grosseur minimale pour faire quelque chose? Du tout. Moi, je trouve que la manière la plus facile, c'est j'accompagne une entreprise durant l'été. Là. Il était 5 employés, puis il dit, parce qu'ils ont compris que ça coûtait 25 $ par mois par utilisateur pour avoir un ERP. Là. Ils m'ont dit, devrais-tu commencer à regarder pour un ERP tout de suite? J'ai dit, ben oui. Il n'y a pas de grosseur, dans le fond. Ben non, pour 200$ par mois, tu vas avoir les meilleures pratiques d'un système de gestion qui est utilisé dans les multinationales. Ah, puis parenthèse, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que sinon, ils vont dire non, il est mieux acheter quelqu'un qui va développer sur mesure de quoi qui ne marche pas pour 10 000. Ouais. Puis là, tu sais, en tout cas. Oui, mais puis oui, tu as un 10, 15, 20, 30 000 $ de frais d'intégrateur qui va tout bien t'intégrer, voir tes processus actuels. Je suis d'accord. Mais après ça, tu roules. Non. Puis en passant, là, je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est souvent les gens, ils se disent hey, non, je ne veux pas payer par mois, je vais payer toute ma vie. J'aime bien mieux mettre 5 000 puis ça va être fini. Tu sais. Un peu, ton 5 000 En fait, ton 5 000, tu viens calquer tes processus actuels, qui sont peut-être pas les meilleurs. Ensuite, ton 5 000 dans un an, hey, on est rendu 10 employés, on commence à avoir, ça commence à être de moins en moins performant, mon système, il va falloir faire une mise à jour. Mais là, c'est plus 5 000. Puis là, on peut continuer de même. Là, dans 5 ans, vous êtes rendu 20, 30, 40 employés. Ça ne marche pas dans tout le système. C'est une vieille page. Là, les gens qu'on embauche, ils ne veulent pas travailler avec ça. C'est un système noir et gris. Personne ne veut travailler avec ça versus les logiciels beaucoup plus technologiques. Puis là, on commence à rajouter d'autres systèmes. Fait que là, ça ne marche pas. Là. Donc, l'idée, des technologies disponibles aujourd'hui pour une très petite PME, 25, 30, 40 $ par mois, je pense que c'est pas des grandes questions à se poser. Et François, nous, ce qu'on aimerait, c'est refaire ce podcast-là ensemble, les trois, là, mais avec la réalisation dans un an, exemple. Penses-tu qu'on a la chance de trouver un mandat où on va voir une belle évaluation de manufacturier qui va utiliser un programme comme CIPEM ou PROM, avec les programmes aussi, parce que vous avez des programmes vous autres aussi, mais qui pourrait nous amener une évolution, peut-être même que je me tasse puis qu'on le refera avec lui, là, mais ça serait intéressant. C'est-tu un défi que tu aimerais prendre? C'est un défi que j'accepte avec l'entreprise qu'on accompagne. Ghislain, tu sais lesquels que je parle. Oui. Qui sont pas loin d'une vitrine technologique, qui ont parti d'un produit pas technologique du tout. Du tout, non. C'est un produit qui est plate, là, ça ne le cachera pas. Là. Mais que le autour est complètement technologique. Il gagne à être connu, fait que oui, je l'accepte, puis on va pouvoir en discuter avec lui. C'est un bon Jack. Good. Bon, ça va être la prochaine étape. Merci, messieurs, d'être venus à la Chaise Bleue. Merci à CIPEM et PROM aussi de promouvoir l'événement, le podcast. La semaine prochaine, on a la chance de rencontrer quelqu'un d'Efficio qui est Alain Marchildon. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Alain Marchildon, qui est quand même une figure iconique là, dans le domaine de la transformation numérique depuis quand même plus de 30 ans, je pense, au Québec. Donc, il va y avoir. Mais on a eu une très belle séquence avec toi. Je pense que ça va être dur à battre. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci. À bientôt. Bonne journée.